Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de Podcast Santé sur la thématique de la santé sexuelle en milieu carcéral, avec la participation d'Arnaud Gaillard, docteur en sociologie, et d'Audrey Higelin, sociologue. Parler de sexualité en prison, est-ce une évidence ? Pour ceux qui travaillent en prison, ou pour ceux qui ont approché la prison, c'est une évidence, parce qu'on parle de la santé sexuelle en dehors de la prison, donc pourquoi ne pas en parler à l'intérieur de la prison? A priori, on est dans un pays et la prison fait partie du pays et de la société. Mais c'est vrai que en pratique, devant beaucoup d'autres priorités, des éléments qui sont considérés comme étant prioritaires sur la santé sexuelle en prison, c'est vrai que souvent, ça paraît pas si évident que ça que de devoir parler de ce sujet-là. Et c'est pas si évident que ça parce que aussi ça dérange, parce que parler de santé sexuelle en prison, ça veut dire parler de sexualité en prison. Et comme il y a un énorme tabou sur la question sexuelle en prison, du coup, ça arrange un peu que l'ensemble des acteurs qui n'ont pas envie de parler de ce tabou, ça les arrange un peu de ne pas avoir à parler de santé sexuelle en prison. Mais il n'y a aucune raison de ne pas parler de santé sexuelle en prison. Il y a juste une sorte de hiérarchie des priorités qui fait traiter d'autres thématiques avant de parler de celle-ci. À tort, probablement. Pourquoi la sexualité en prison, c'est important ? La personne détenue est privée de sa liberté, elle est privée de ses libertés. Il ne s'agit pas simplement de la liberté d'aller et venir. Donc le fait qu'il y ait une contrainte dans l'exercice de sa sexualité, ça paraît l'évidence. La question, c'est la nature de la contrainte, l'ampleur de la contrainte. Comment est-ce qu'on peut, avec les personnes détenues, prévenir des problèmes de santé sexuelle, assurer ces missions de prévention, qui sont des missions de santé publique qui sont tout à fait classiques, qu'il s'agisse de personnes libres ou de personnes détenues, et comment est-ce qu'il est possible, et c'est ce qui m'a intéressé dans mes travaux de recherche en sociologie, comment est-ce qu'il est possible de vivre une vie sexuelle épanouie dans le cadre de la conjugalité, dans le cadre du couple. Donc en fait, ça a une importance évidemment pour le détenu, ça a une importance pour sa compagne qui est à l'extérieur, ça a une importance pour le couple, et par voie de conséquence, si on met tous les facteurs bout à bout, ça a une importance pour la réinsertion du détenu. Le fait qu'il maintienne ses liens conjugaux, familiaux, qu'il se maintienne en bonne santé générale, en bonne santé sexuelle, ça permet une meilleure réinsertion de ce dernier dans la société, parce qu'il n'y a pas que la prison, il y a aussi la sortie. Quelle est la dimension de la sexualité en prison au regard de la réinsertion ? Si on regarde la prison, pas simplement sous l'angle de la punition, qui est l'angle qui est probablement trop détaillé dans l'espace public, mais si on regarde la prison sous l'angle de l'après-prison, c'est-à-dire de la réinsertion, parce que les individus qui rentrent en prison, les personnes détenues, vont être à nouveau des citoyens libres après, eh bien évidemment qu'il faut travailler et s'interroger sur l'effet rupture que provoque l'incarcération, c'est-à-dire la séparation des gens que l'on aime, la séparation de son quartier, la séparation, la perte de son travail et potentiellement la perte de ses conjoints ou de son conjoint. Et cette dimension humaine qui est la sexualité, les pratiques sexuelles, l'estime de soi qui vient avec les pratiques sexuelles, tous les aspects sentimentaux, les aspects conjugaux qui viennent des pratiques sexuelles, tout ceci sont des dimensions qui sont des dimensions ontologiques, essentielles pour l'espèce humaine. Et donc si on fait le constat de l'écroulement de tout ceci, de la destruction de tous les rapports sociaux, des interactions qui se passent et qui sont liées à la sexualité, eh bien on prend le risque effectivement que la réinsertion soit un vœu pieux, c'est-à-dire que la réinsertion soit véritablement une épreuve, un défi insurmontable, parce que la perte de la sexualité aura signifié en fait des pertes de beaucoup d'autres choses qui sont essentielles pour se réinsérer. Donc c'est une dimension essentielle qui malheureusement n'est pas suffisamment traitée à la hauteur de la problématique. Et existe-t-il une réglementation pour la sexualité en prison ? La sexualité n'est pas dans les textes strictement, explicitement interdite en prison. Ce qui est interdit en prison, c'est ce qui peut être vu. En fait, c'est d'imposer à la vue d'un tiers, donc ça peut être un personnel de l'administration pénitentiaire, ça peut être un co-détenu, ça peut être le médecin, le SPIP, enfin bref, d'imposer à la vue d'un tiers un acte obscène. Ça peut être un acte de masturbation, ça peut être un acte sexuel, notamment une relation au parloir. En fait, c'est ça qui est interdit. Ce n'est pas la sexualité au sens strict, mais par voie de conséquence, ça induit une interdiction de la sexualité. Néanmoins, il y a des dispositifs qui sont prévus en France, au titre desquels les unités de vie familiale, donc ce sont des petits appartements de 2 ou 3 pièces qui permettent aux détenus de retrouver sa compagne ou sa famille au sens élargi.
quelle est la place de l'homosexualité en prison ? La place de l'homosexualité en prison, d'abord, elle n'est pas la même en détention homme et en détention femme. Je vais commencer par les femmes. Les femmes, quand elles ont des relations homosexuelles en prison, alors même qu'elles avaient jusqu'alors eu des préférences plutôt hétérosexuelles hors de la prison, et alors même que peut-être probablement quand elles ressortiront, elles seront à nouveau hétérosexuelles, mais le fait est que en prison, puisque c'est un univers monosexué, qu'on n'est pas supposé avoir des relations sexuelles avec les surveillants ou avec les personnes de l'autre sexe qui travaillent pour la prison, en médical, en éducation, en professionnel ou en surveillance, eh bien, les personnalités résiduelles dans un univers monosexué, c'est d'avoir des relations sexuelles avec les gens de son propre sexe. Eh bien, les femmes, quand ça arrive aux femmes, en fait, l'homosexualité pratiquée par les femmes ne remet pas en question leur identité de genre de femme. Elles ne sont pas dégradées sous le prétexte qu'elles deviendraient lesbiennes temporairement en prison. Donc ça se passe dans une relative passivité, en fait. C'est plutôt pacifique. J'ai noté plutôt des sortes de conflits qui se passent quand elles sont en couple, des formes de jalousie, de tromperie qui peuvent avoir lieu, et les mécanismes de violence seraient à cet endroit spécifique. Alors que chez les hommes, c'est autre chose. C'est que les hommes sont déjà dégradés, se sentent dégradés, leur virilité en péril du fait d'avoir été pris en faute, du fait d'être incarcérés, du fait d'être soumis à une autorité, du fait de ne plus être des individus qui vont pouvoir chasser ou d'activités sexuelles par exemple, mais ils vont être soumis aux visites au parloir, donc ils se sentent déjà dégradés, ce qui fait qu'à l'intérieur de la prison, du fait aussi de la réputation que peut avoir la détention homme sur une pseudo-homosexualité qui serait à 100% répandue partout, ce qui n'est pas vrai, eh bien il y a un développement très puissant de l'homophobie. Donc l'homosexualité en prison homme, c'est surtout d'abord de l'homophobie. Il y a surtout une énorme homophobie avec même une homophobie qui est violente et qui va jusqu'à punir tous les individus qui ne seraient pas conformes à cette virilité attendue des hommes en prison, par exemple. La prison force à redéfinir ce qu'est l'homosexualité. Et en réalité, le mot homosexualité est un problème pour moi ou pour d'autres sociologues d'ailleurs, c'est que c'est comme si c'était une identité. Or, ça n'est pas une identité. La prison ou l'observation des pratiques homosexuelles en prison nous atteste d'une chose, c'est que l'homosexualité, c'est avant tout des pratiques sexuelles qu'on peut avoir ou ne pas avoir, et ce sont des préférences. Et on peut avoir une préférence et avoir des pratiques exceptionnelles. Ça ne fait pas de nous un homosexuel. À la limite, serait un homosexuel celui qui se dit ou se revendique homosexuel. Les autres peuvent avoir des pratiques homosexuelles sans être pour autant homosexuels. Donc ce n'est pas de l'ordre de l'identité. Mais les hommes pensent que c'est de l'ordre de l'identité, pensent que ça les dégrade, pensent qu'ils ont déjà perdu une grande part de leur virilité en étant en prison, que le système les dégrade, et donc sont extrêmement vigilants sur tout ce qui pourrait les surdégrader. Existe-t-il une inégalité entre les femmes et les hommes à l'endroit de la prison ? Oui, il y a une sorte d'inégalité de fait, observée à peu près, je pense, partout. Il y a plein d'exceptions, bien sûr, mais en regardant les longues peines, et c'est toute mon observation est sur les longues peines d'ailleurs, mais en regardant les longues peines, c'est vrai qu'on observe que les femmes ont tendance à, quand leur homme est incarcéré, elles peuvent pendant très longtemps aller les voir, rester fidèles, je ne sais pas au niveau des corps, mais fidèles à leur histoire, disons, à ne pas les quitter, à rester avec ces hommes, alors même qu'une femme incarcérée se fait larguer assez rapidement par son partenaire ou son conjoint sur les longues peines. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez fréquemment observé. Maintenant, il y a aussi ce qu'on observe, c'est que des hommes, quand ils arrivent en longue peine, savent qu'ils vont devoir passer 10-15 ans en prison. Et j'ai fréquemment entendu des personnes détenues, des hommes me dire qu'ils préféraient finalement rompre en début de la détention. Ils ne croyaient pas à la survie de leur histoire. Ils avaient probablement peur de devoir souffrir d'une paranoïa sur l'infidélité, par exemple. Et donc, ils préféraient rompre, vivre leur détention en tant que célibataires. Et en revanche, commençaient à amorcer une nouvelle conjugalité ou une tentative de conjugalité quelques mois avant de sortir de prison, pour anticiper leur sortie de prison. Donc il y a cette espèce d'inégalité, et puis il y a une autre inégalité à l'endroit des femmes. Et je cite parfois la question de l'alcool. Il y a une beaucoup plus grande tolérance sur l'alcoolisme des hommes que sur l'alcoolisme des femmes, et c'est un peu la même chose sur la délinquance. Je veux dire, il y a une sorte le déshonneur est plus grand, une femme en prison
prison. D'ailleurs, c'est plus rare, il n'y a que 3% ou 4% des femmes dans la population carcérale. Le déshonneur est plus grand chez une femme, et donc ce déshonneur ne souffre pas la continuation du couple la plupart du temps. Donc l'inégalité entre les femmes et les hommes à l'endroit de la prison, oui, est un paramètre mesurable, disons. On espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur Spotify, sur notre chaîne YouTube du Codex 83 ou directement sur notre site internet. À bientôt pour un nouvel épisode de Podcast Santé.